Nos grandes décisions, c'est la nouvelle émission présentée sur France 2 par Hugo Clément, un journaliste engagé pour la cause environnementale et le bien-être animal. Dans le théorème de Vaquita, publié chez Fayard, il évoque ses combats quotidiens. Nous avons choisi de le rencontrer chez lui, à Biarritz. Je m'appelle David Milia et dans cette série, je vous propose de découvrir le chemin intérieur de personnalités qui vont me raconter comment elles sont devenues pleinement elles-mêmes. Dans chaque épisode, mon invité va nous emmener sur le lieu de sa deuxième naissance car nous pouvons tous naître plusieurs fois. Salut David. Bonjour Hugo, comment ça va? Ça va et toi? Super, merci de nous accueillir. Bah welcome, bienvenue. Chez toi, à Biarritz. Et c'est quelque chose quand même, hein? C'est pas toujours comme ça, parfois c'est toujours plus vivant. calme, parfois c'est plus intense encore. Mais l'océan c'est toujours beau, c'est toujours vivant, quelle que soit la météo. Là tu vois aujourd'hui il fait un peu gris mais on est quand même bien, il y a des bonnes énergies. Super lumière également. Ouais, alors à Biarritz il y a toujours une belle lumière. Il fait pas toujours beau, il pleut beaucoup ici donc il faut aimer la pluie quand on vit au Pays Basque. Mais par contre, même quand il pleut, il y a des moments dans la journée où il y a la lumière qui perce et c'est jamais déprimant quoi. Bah justement, qu'est-ce que ça te fait de vivre ici, intérieurement? Ça change quoi d'être si proche des éléments, de cette lumière, de cet océan, de cette nature? Moi, j'ai grandi dans un petit village au sud de Toulouse et j'ai vraiment vécu une enfance dehors, à l'extérieur. Mon père nous emmenait tout le temps à la mer parce que c'est un grand fan de la Méditerranée. Il a un voilier, donc on allait tout le temps sur l'eau. Ma mère, elle, c'était plus les montagnes, donc on passait nos week-ends à faire des randonnées. Et puis toute la semaine, j'allais au village, au stade de foot avec les copains, on jouait. On était dehors et donc moi, j'ai besoin de vivre dans un environnement où je peux être dehors au contact de la nature. Voilà. Biarritz, c'est quand même une ville, hein, c'est 25 000 habitants, donc c'est pas non plus la campagne, c'est une petite ville, mais c'est une ville. Mais on est au contact direct de l'océan. Et juste ça, le matin, en amenant ma fille à l'école, de sentir l'énergie, la force des vagues, de sentir l'odeur de l'iode, voilà, ça fait vraiment un bien fou. Et il y a aussi tout l'arrière-pays qui est magnifique, avec des très belles forêts. On est au pied des Pyrénées, donc on va aussi se faire beaucoup de randonnées. Enfin, c'est un vrai bonheur de vivre ici, et puis il y a une culture qui est très forte aussi. Vivre à l'extérieur, ça te fait du bien à l'intérieur. Ouais, vivre à l'extérieur, ça me fait du bien à l'intérieur, ouais, clairement. Moi, j'ai choisi le métier de journaliste parce que j'avais l'angoisse d'être dans un bureau derrière un ordinateur toute la journée. Voilà, ça c'est mon angoisse. Je voulais faire un métier où on était dehors, où on bougeait tout le temps. Quand je dois aller à Paris pour le boulot, parce que je dois y aller quasiment toutes les semaines, un jour ou deux, j'aime bien y passer, mais il faut vite que je revienne, quoi. J'aime pas trop rester dans un univers tout bétonné, quoi. Ça m'angoisse assez vite, ouais. Et ben on va faire une balade. Avec plaisir. On va où? On va aller au trinquet du pôle équestre à Île-Baritz, à Biarritz. Où on joue à la pelote basque. Où on joue à la pelote basque, exactement. Allez, on monte dans la voiture. Et voilà. On quitte cette belle plage qui a un nom très particulier, Hugo. Oui, ça s'appelle la plage de la Petite Chambre d'Amour. C'est poétique, ça. Ça vient d'une légende. Un jeune couple, il y a très longtemps, le jeune garçon était issu d'une famille très pauvre et la jeune fille était issue d'une famille riche. Ils s'aimaient, mais leur famille ne voulait pas qu'ils s'aiment. Ça rappelle Roméo et Juliette, mais en version Pays Basque. Et en fait, les deux jeunes amants se retrouvaient dans une grotte qui est juste à côté d'ici. Et un jour, ils ont été surpris par la marée qui est montée plus vite que prévu et ils se sont noyés. Et ils ont été retrouvés le lendemain morts, mais dans les bras l'un de l'autre. Et c'est de là qu'est née la légende et le nom de la petite plage d'amour. Très belle histoire. Belle mais tragique, Tragique. comme souvent les belles histoires. C'est vrai. Enfin, on n'espère pas pour chacune et chacun d'entre nous. Non. Je vais te poser cette question que je pose à tous les passagers de cette voiture. À quel âge es-tu né, Hugo? C'est pas facile de répondre à ça. J'ai vraiment la sensation d'être né à ma naissance. J'ai eu une enfance tellement heureuse, qui m'a apporté tellement, qui m'a construit, que j'ai
pas enfin, je me mentirais à moi-même si je disais que j'étais né à un autre âge qu'à ma naissance, parce Il n'y a que pas eu de rupture. j'ai pas le sentiment qu'il y ait eu une rupture fondamentale dans ma vie. Ça a été un long cheminement, et mes premières années m'ont apporté beaucoup, donc je me renierais en disant que je suis né après mon enfance. Je retirerai pas une seule année de ma vie aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce qui s'est joué pendant l'enfance pour toi? C'est de l'amour, de la Je confiance, pense que euh, beau- du bonheur, de la joie? beaucoup de choses sont déterminées par notre petite enfance et par l'amour qu'on a reçu, l'éducation qu'on a reçue, euh, les choses auxquelles on a été exposé. On sait par exemple que les enfants qui grandissent dans la nature ou proches de la nature euh, sont globalement soumis à moins de stress que les enfants qui grandissent dans des grosses métropoles. Et donc moi j'ai eu la chance d'avoir une enfance très riche, alors pas d'un point de vue financier, parce que mes parents sont profs, donc on roulait pas sur l'or, mais on n'était pas pauvres non plus, mais très riche d'un point de vue culturel, très riche d'un point de vue sportif. J'ai une famille très sportive qui m'a toujours amené faire plein de choses. J'ai des grands-parents avec qui on partait en vacances, mes cousins et moi, le long de la mer, dans la montagne. Et je me suis nourri de tout ça, et je pense que la sensibilité que j'ai aujourd'hui pour les questions environnementales, pour la nature, ce besoin que j'ai d'être au contact de la nature, vient notamment de mon enfance. Le père que je suis devenu, l'homme que je suis devenu, trouve ses racines dans son enfance, et je suis très reconnaissant envers mes parents, envers ma famille et envers tous les gens qui m'ont entouré d'amour de ce que je suis aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, tu es un journaliste engagé. Est-ce que ça te va comme définition? Oui. Oui, ça me va. Journaliste engagé. Pour moi, l'engagement, c'est quelque chose qui n'est pas du tout péjoratif, au contraire. J'aime pas trop le terme militant, parce que là, il y a une connotation politique, ce que j'ai pas du tout, pour le coup. J'essaie de pas du tout me mêler de politique, en tout cas des partis politiques. Par contre, l'engagement, oui, de défendre la biodiversité, de défendre le fait qu'il faut qu'on adapte nos modes de vie pour essayer d'avoir un impact moindre sur la nature, oui, ça j'assume totalement cet engagement-là, et je pense qu'on est très nombreux aujourd'hui à l'avoir. Donc j'essaye d'apporter ma pierre à l'édifice à travers ce que je sais faire, c'est-à-dire mon métier de journaliste. Chercher des informations, mettre en lumière des solutions, mettre en lumière les gens qui se battent, et proposer des pistes d'amélioration qui puissent profiter à tout le monde. Après, j'ai conscience que c'est une goutte d'eau dans l'océan, hein. Tiens, on passe devant l'océan justement. Il est là, ouais. Une goutte d'eau dans l'océan, tout ça, mais Il y a une idée de quoi? De transmission? j'essaie de faire aussi. ma part, quoi. Ouais, c'est la part du colibri. Ouais, la part du colibri, ouais, bien sûr, la part du colibri. Avec une idée de transmission, notamment aux jeunes générations ou à Ouais, tous. il y a une idée de transmission. Bah, de toute façon, dans le journalisme, je pense qu'il y a le journaliste est un passeur quelque part, un passeur d'informations, un passeur de connaissances. Euh, oui, bien sûr, transmettre les informations aux jeunes générations, c'est un enjeu pour beaucoup de journalistes, ça l'est pour moi. C'est pour ça que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux aussi, pour toucher les populations les plus jeunes qui parfois ont tendance à s'éloigner des médias plus traditionnels. Donc oui, clairement, il y a une part importante dans mon travail de transmission aux générations les plus jeunes. Est-ce que tu peux prendre la tablette, s'il te plaît, qui est sur le siège à côté de toi? Le suspect, qui a déjà effectué plusieurs séjours en prison, pourrait avoir fui en Belgique. On fait le point sur l'enquête avec Hugo Clément. Traqué, mais toujours introuvable. Faisal Mokhtari, le principal suspect de la fusillade de Lille, échappe pour l'instant aux enquêteurs. C'est quand tu travaillais sur France 2, Ce qui m'a fait rire, c'est au JT. le lancement avant de savoir le sujet. Oui. Le sujet prête pas à rire. Mais je me rappelais pas de ce sujet-là, tiens. Ouais, ça c'est mes débuts au JT de France 2. Là, C'était de l'info généraliste. Ouais, j'étais au service des informations générales. Donc c'est vraiment le service où on traite de tout. On fait aussi bien du fait divers que des catastrophes naturelles. Je suis allé au Népal pour le tremblement de terre. Que les événements climatiques extrêmes. J'ai fait aussi le suivi des attentats. Donc c'est là où j'ai beaucoup appris, parce que c'est un job qui est très intense. On est vraiment de permanence un peu tout le temps, et on doit être prêt à partir à n'importe quel moment avec sa petite valise. Donc ça, j'ai beaucoup appris de cette époque-là. Ça m'a vraiment plu,
Qu'est-ce qui a fait la bascule avec les sujets autour de l'environnement? Bah, il y a pas eu un point de bascule en particulier, c'est vraiment à travers mon métier de reporter où, je suis allé sur le terrain découvrir, par exemple, la réalité de l'élevage intensif ou de la déforestation, et où petit à petit, moi qui n'étais pas particulièrement, éveillé ou actif sur ces sujets-là, là je me suis dit qu'il y avait un problème et surtout qu'il y avait, peu d'espace médiatique qui était consacré à ces questions environnementales. Alors que c'était des sujets que je rencontrais partout, quoi. Sur tous les terrains, quelle que soit l'actualité que je traitais, il y avait par petites touches, des enjeux environnementaux. Donc j'ai rencontré plein de gens comme ça, des scientifiques qui m'ont alerté. Et quand je suis parti de Quotidien, pour aller à Combini, où là j'ai eu vraiment l'espace de traiter les sujets que je voulais. Parce qu'à Quotidien c'était plus politique, mais c'était très bien, mais c'était plus anglais politique. Quand j'ai eu l'espace de traiter ces sujets-là, je l'ai fait et plus on tire le fil, plus il y a la pelote qui vient, quoi. Qu'est-ce qui a justement a vibré en toi? Il y a quelque chose qui t'a parlé profondément, j'imagine? Quand j'ai commencé à être informé sur ces sujets, j'ai eu plus une réaction un peu rationnelle de me dire: «Mais pourquoi on n'en parle pas plus? Pourquoi on parle pas plus de tout ça? C'est quand même vachement intéressant, ça a un impact énorme sur nos vies, que ce soit sur l'économie, la santé, l'éducation, les conflits, et donc j'ai eu un peu une réaction d'incompréhension sur la place qui était accordée à ces sujets. Je me suis dit: «Il faut vraiment en faire quelque chose, il faut en parler plus», et j'avais la chance d'avoir déjà une petite exposition médiatique et donc j'ai utilisé cette surface-là pour, pousser les sujets environnementaux, quoi. Voilà. Quand tu vois cette beauté, qu'est-ce que tu te dis? Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu la vois au quotidien, toi? Ouais, mais on s'en lasse pas, en fait. Je vois ça au quotidien, c'est vrai, ces montagnes derrière qui se dessinent et c'est vrai que on s'en lasse jamais, quoi. Ça fait 4 ans que je suis là maintenant et les gens qui vivent ici depuis toujours, me disent la même chose. On ne se lasse jamais de ce paysage et ça nous rend heureux, en fait, et c'est vraiment là pour moi que se trouve le bonheur, quoi. Le reste, ça peut aussi rendre heureux, il y a plein de trucs qui peuvent rendre heureux, mais ça, je suis persuadé qu'on ne peut pas être malheureux si on est entouré de gens qu'on aime et qui nous aiment, qu'on regarde un panorama comme celui-ci et qu'on est en bonne santé. Si on a ces 3 critères, franchement, tout va bien, quoi. Parce que l'actualité, le tableau environnemental peut paraître un peu noir parfois. Ouais. Est-ce que ton espérance... Un petit peu. Un tout petit peu. Est-ce que ton espérance, tu la trouves dans cette beauté-là? Où tu la trouves, ton espérance? Mon espérance, je la trouve partout. Je la trouve dans cette beauté-là, je la trouve dans l'humanité aussi, parce que moi, je fais pas du tout partie des gens qui souhaitent la fin de l'humanité. Au contraire, je trouve qu'on est une espèce qui est capable, certes, du pire, mais aussi du meilleur. On est capable de choses absolument prodigieuses et on a notre place dans cet écosystème, on a notre place légitime sur Terre. Il faut juste qu'on accepte de laisser un petit peu plus de place aux autres et qu'on comprenne qu'on a besoin des autres pour vivre. Voilà. On a besoin d'une biodiversité en bonne santé pour vivre nous-mêmes en bonne santé. Donc pour ça suppose de laisser un petit peu d'espace, de laisser respirer les autres. Mais oui, je suis pas pessimiste, je suis de nature plutôt optimiste. On est dans cette situation, on s'y est mis tout seul, enfin nous, l'humanité. Et nous, en même temps, aujourd'hui, on a un peu hérité de cette situation qu'on n'a pas forcément décidé. Il faut qu'on essaye de faire de notre mieux. Est-ce que ça va marcher? Je ne sais pas, mais en tout cas, on pourra se regarder dans une glace et se dire qu'on a fait notre part, qu'on a fait ce qu'il fallait. Et ça n'empêche pas d'être heureux. Voilà, je pense que l'écologie, si on veut que ça marche, ça doit être un truc joyeux. Ça ne doit pas être un truc où on fait la gueule, où on est triste tout le temps, où on est déprimé. Parce que ça donne pas du tout envie. Il faut que ce soit quelque chose qui nous emporte et qui nous fasse sourire, quoi. Et c'est un combat pour le droit d'être heureux, l'écologie, tout simplement. Ah, c'est une belle formule. Ouais, mais c'est vrai. L'environnement qui se dégrade, c'est notre confort de vie qui se dégrade, en fait. L'écologie et notre confort sont liés. L'air qu'on respire, on se sent mieux et on est en meilleure santé quand on respire un air qui n'est pas pollué. Quand on pollue l'air qu'on respire nous-mêmes, on se fait du mal à nous-mêmes. Ouais, c'est pragmatique. Voilà, c'est juste une approche pragmatique, en fait. L'eau qu'on boit, on n'a pas envie de la boire pleine de pesticides, pleine de produits toxiques. On a envie de boire une eau pure.
On a envie que nos enfants puissent jouer dans un environnement sain, avec des arbres. On sait très bien que les arbres nous font du bien. En été, on a besoin de s'abriter du soleil et de profiter de la fraîcheur des forêts. Enfin, je veux dire, c'est juste du bon sens en fait. Et ici, les gens qui vivent ici le savent très bien. Si on veut continuer à aller se baigner, à aller faire du surf, à aller se promener dans les forêts de l'arrière-pays, on a besoin d'avoir un environnement qui est en bonne santé. Et dès que l'environnement est dégradé, c'est nous qui sommes les premières victimes en fait. Est-ce que tu peux reprendre la tablette, s'il te plaît? Je vais te montrer Ouais. une vidéo. Ah bah là c'est la chasse aux dauphins aux îles Féroé, qu'on appelle le Grindadrap, qui est une chasse traditionnelle qui consiste à rabattre des bancs de dauphins vers la plage et à les tuer avec des couteaux ou des lances. Et ça je l'ai filmé, moi j'ai été sur place il y a 3 ans. Et donc j'ai vu ce massacre et je pense que c'est un des reportages qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus. Ouais, j'ai mis du temps à m'en remettre. Bouleversé, ouais. Ouais, bouleversé parce que c'était horrible quoi. Et puis ces dauphins-là, moi j'avais la chance d'avoir plongé avec eux quelques mois auparavant, quelques semaines auparavant même. C'est des êtres absolument incroyables qui sont d'une intelligence, d'une douceur, d'une subtilité dingue. Et de voir qu'on est capable de leur faire ça de manière totalement gratuite en plus, parce que les îles Féroé, c'est un archipel qui est très riche aujourd'hui, qui est beaucoup plus riche que la moyenne de l'Union européenne. Donc on n'est pas du tout sur un endroit où les gens meurent de faim, bien au contraire. Donc c'est vraiment par tradition, par plaisir qu'ils font ça. Et ça, j'avoue que je vois pas comment on peut continuer à faire ça aujourd'hui, quoi. Tuer par plaisir. C'est même pas pour se nourrir. Enfin, ils en mangent une partie, mais c'est pas du tout nécessaire à leur vie. Et ça te déprime pas quand tu vois ça? Tu te dis pas, ça te décourage pas? Si, sur le moment, ça peut être un peu décourageant et en même temps, très vite, on se ressaisit et on se dit faut que je fasse ce que moi je peux faire à mon niveau. Moi, je suis journaliste, je suis là, j'assiste à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais pas leur arracher le couteau des mains, hein. Je suis tout seul, ils sont 500, ça sert à rien. Par contre, je peux filmer, je peux alerter les gens sur ce qui se passe pour qu'il puisse y avoir une pression qui s'exerce sur le Danemark, dont dépendent les îles Féroé, pour peut-être qu'à terme, cette pratique soit interdite. La seule chose qu'on peut faire en tant que journaliste, c'est filmer, informer, et en espérant que ça enclenche quelque chose dans l'opinion publique. Donc on se sent pas impuissant. Après, c'est vrai que c'est dur à supporter, quoi. On va regarder une dernière vidéo avant d'arriver Ouais. au trinquet. Avec Vaquita, on vient de fêter notre tout premier anniversaire. Voilà, comme vous pouvez le constater, on a gardé le budget pour les enquêtes et pas pour les vidéos promotionnelles. Tu peux nous parler de Vaquita? C'est un beau projet. Ouais. Tu vas encore un peu plus loin dans... Vaquita, c'est C'est plus que de l'information, ouais. Vaquita, c'est un média d'investigation et d'action. d'action. C'est ça qui est, je trouve, intéressant. D'investigation parce que c'est notre métier, c'est ce qu'on fait, on révèle des informations, on va enquêter sur les scandales environnementaux, on va essayer de trouver des choses que personne ne sait. Et d'action parce que derrière, on a envie que ça bouge, quoi. On n'a pas envie de s'arrêter au stade du constat, on a envie de faire bouger les choses. Et donc c'est ce qu'on fait quand on va, par exemple, filmer une dame âgée qui est menacée d'expropriation par une grosse usine. On fait un reportage, on informe et puis ensuite on propose aux gens qui nous suivent de passer à l'action en signant une pétition, en interpellant l'entreprise. Et nous, on veut vraiment avoir un impact positif sur la société pour mettre en lumière les gens qui ont rarement la parole, qui n'ont pas la puissance de frappe des grosses entreprises, des grands patrons, des politiques, qui n'ont pas une armée de communicants autour d'eux pour les aider, qui sont souvent tout seuls avec leurs petits moyens pour défendre le bien commun, l'environnement. Et ben avec Vaquita, on essaye d'aider ces gens-là, d'être leur média, leur plateforme. Tu crois à l'entraide? Oui, je crois à l'entraide. Je crois surtout à la force du collectif. Et je crois que les gens sont beaucoup plus puissants qu'ils le pensent. Et les citoyens ont beaucoup plus de pouvoir qu'ils le pensent. Quand il y a des milliers de gens qui se mettent ensemble pour défendre quelque chose et qu'ils y mettent beaucoup d'énergie, qu'ils y mettent beaucoup de travail,
de la bienveillance, parce que je suis radicalement opposé à tout ce qui est violence, en fait, ça fonctionne. On le voit, hein, ça fonctionne très bien. Ce qui manque aujourd'hui pour s'opposer aux grands projets qui détruisent l'environnement, c'est le nombre. C'est la masse de citoyens qui sont prêts à dire non, en fait, et à se mobiliser pour dire non, ou à changer leur mode de vie, leur mode de consommation. Donc les gens sont puissants, en fait. Le pouvoir, c'est les citoyens qui l'ont. Il faut juste en prendre conscience, il faut s'organiser. Et il ne faut pas se dire que ça ne changera jamais, qu'on ne peut rien y faire, qu'on est trop petit, parce que ça, c'est pas vrai du tout. Et dans David contre Goliath, c'est David qui gagne à la fin, hein, je le rappelle quand même. Donc faut prendre conscience de sa force, et il faut le faire avec bienveillance, et il faut se dire que tout le monde peut changer aussi, c'est très important. Il ne faut pas mettre les gens dans des cases, et il ne faut pas vouloir se dire qu'il y a les gentils, les méchants. Il ne faut jamais désespérer d'arriver à convaincre les gens de changer ou d'évoluer dans une bonne direction. Et il faut parler à tout le monde, du coup. Bien sûr, il faut s'adresser à tout le monde. Pour moi, l'environnement et l'écologie, ça doit dépasser les clivages partisans. Si on part du principe qu'il y a une partie de la population qui est perdue, qui de toute manière sera toujours opposée, ça sert à rien. Autant arrêter tout de suite, quoi. Parce qu'on est tous sur le même bateau, il y a des trous dans la coque, et on a intérêt à tous se mettre ensemble pour essayer de les reboucher, et puis ensuite on pourra reprendre nos débats et nos déchirures sur d'autres sujets, mais en attendant, il faut boucher les trous, quoi. Voilà. Eh ben on arrive là. Hein. On arrive bientôt, ouais. Là on Pôle arrive au pôle équestre. équestre, et dans le centre équestre, il y a un trinquet qui est donc un terrain de pelote basque en intérieur, puisque les terrains à l'extérieur, ça s'appelle des frontons. Et c'est un sport très populaire encore ici. Hein. C'est un sport très implanté culturellement au Pays Basque. Moi, c'est un sport que j'aime beaucoup. Je suis vraiment tombé amoureux de... Alors moi, je fais une variante de la pelote basque qu'on appelle la pala, qui est, je pense, la discipline la plus pratiquée aujourd'hui. Et il y a un aspect très social aussi dans la pelote. C'est pas que du sport, c'est aussi un endroit où les gens viennent se retrouver, au-delà des classes sociales, au-delà parfois des divergences. Il y a des gens très différents qui se retrouvent autour de ce mélange. sport. Ouais, il y a un mélange, et dans chaque village basque, il y a en général un trinquet ou un fronton. Et c'est un sport qui est vraiment au cœur de la vie culturelle au Pays Basque. Bah, tu vas nous emmener découvrir ce trinquet. ici. Allez, on y est. Allez, on va voir ce trinquet. C'est marrant, au milieu des chevaux. Ouais. C'est tout un univers. Hein. Ouais. Voilà, ça se présente comme ça. Là, il y a des bancs pour les spectateurs. Et là, on entre sur la cancha. Donc, ça s'appelle comme ça. C'est le terrain de jeu, ça s'appelle la cancha. Super grand. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle un trinquet. Donc, tu as les 4 murs, quoi. Il y a aussi... Qu'est-ce que t'aimes dans ce sport? C'est un sport qui est très ludique. On peut très vite s'amuser. Ça se joue à 4 en général, un 2 contre 2. C'est un sport qui est vraiment super marrant. Tu prends beaucoup de plaisir. Même quand tu débutes, tu peux vite t'amuser. C'est un sport qui est très complet, à la fois cardio et en force, et puis en précision. Et puis, il y a tout l'aspect culturel de la pelote basque ici qui est très fort. C'est un jeu où les gens se retrouvent. Moi, il y a des copains que je vois que à la pelote basque, que je vois nulle part ailleurs. Et c'est ça qui fait le lien. On se retrouve tous les dimanches. Et ça réunit les milieux sociaux. Il y a des gens qui viennent de tous les horizons. Il se joue une fraternité ici. Ouais, il y a une vraie fraternité et il y a un vrai lien culturel, voilà, qui est très très fort. On peut essayer, non? Bah ouais, bien sûr. Hein, on va aller demander on va s'il y a demander. des palas. Ça, c'est une pala. Ok, On dit pas une raquette. Ok. Et ça, c'est pas une balle, c'est une pelote. La pelote. Voilà. Tu joues contre le mur, Direct? ok? Il faut toujours que ta pelote elle passe par le mur de face, Ah, ok. d'accord? Et après, elle peut rebondir sur les côtés? Après, tu peux utiliser soit avant, soit après les murs Avant ou après. de côté. Ok. Et tu as le droit ensuite à un rebond quand elle revient. Tu peux aussi la renvoyer de voler. Non, il faut que tu essayes de taper, tu vois. Ah putain, mais... Ah ouais, il faut y aller quand même un peu Je sens qu'on va se marrer. Faut y aller fort. Alors, il faut y aller fort, mais il faut pas y aller comme un bourrin. Bah oui. Parce que si tu vas comme un bourrin, t'as aucune précision. Ah non, parce que là, c'était n'importe quoi. Ouais, c'est pas mal. Et là, tu vois, t'as le droit à un rebond. Vas-y. Très bien. Là, t'as perdu.
T'as perdu parce que c'est allé au filet. C'est le filet, ouais. Faut Ouais. pas avant le filet. Donc tu vois, tu peux jouer avec les murs. Ah, ça c'est. Ouais, pas mal. Ouais, faut pas taper fort, t'as raison. Attends, je te la renvoie. Ah, merci. Allez. C'est très drôle. Bon, Hugo, merci pour Bah de cette rien. petite partie. Qu'est-ce que tu te dis quand tu te retournes sur ton chemin parcouru? Entre toi, petit, aujourd'hui ici, dans ce trinquet. Je me dis que c'était cool. Je me dis que c'était un super chemin et que j'espère qu'il est encore long parce que c'est amusant. Voilà. Et la suite, t'as envie d'aller vers où? Vers découvrir quoi de toi-même, par exemple? On a toujours des choses à découvrir de soi. Je sais jamais quoi répondre à ces questions d'introspection. Je suis pas très bon pour. Je préfère poser les questions que répondre aux questions. Bah, j'ai envie de continuer à profiter de ce que peut m'apporter mon métier, c'est-à-dire que avec le métier de journaliste, on rencontre des nouvelles personnes tous les jours, des gens passionnants au parcours divers et j'ai envie de continuer à apprendre en fait. Voilà. Moi, c'est ça qui me rend heureux, c'est d'apprendre, de me coucher moins bête que quand je me suis levé. Et puis de continuer à profiter de cette vie que j'ai la chance d'avoir dans une région magnifique, avec une famille que j'aime, d'être en bonne santé, enfin que demander de plus, quoi. Voilà. Après, c'est vrai qu'on est dans un monde qui est angoissant, où il y a beaucoup de choses qui se passent qui peuvent nous faire peur, notamment le changement climatique et tout ce qui s'ensuit. Et en même temps, on a la chance d'être en vie, on a la chance d'être en bonne santé. Ce serait scandaleux de ne pas en profiter, quoi. Et ce serait scandaleux de ne pas être heureux. Voilà. Donc il faut essayer d'être heureux, quoi qu'il arrive. Et il faut se battre pour que tout le monde puisse rester heureux, puisse avoir la possibilité d'être heureux. Ah, merci, Hugo, pour cet échange. Mais merci à toi. Merci à toi. Allez, une dernière balle. Dernière. Ouais, On un peut peu faire une plus qu'une partie, hein, dernière. si tu veux. Allez, le début de la partie alors. Ah, c'est faible. Non mais ça s'améliore, ça s'améliore. En fait, il faut que tu essayes de te mettre en coup droit au maximum. Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais quand elle est proche du mur, c'est dur. Ah oui, voilà, ça c'est un. Ouais, pas mal. Bon, allez. Ah, c'est super ce jeu. Bah oui, c'est trop bien.